Chers distingués invités, chers collègues, chers étudiants, chers membres de la communauté, chers membres de la francophonie, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à cette activité dans le cadre des activités, en fait, du mois de la francophonie. Vous savez, il y a la journée de la francophonie, il y a la semaine de la francophonie. Nous, on est dans le mois de la francophonie et bientôt, on va être dans l'année entière en francophonie. Je m'appelle, comme je disais, Linda Cardinal. Je suis professeure à l'École d'études politiques. J'ai une chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques ici à l'Université d'Ottawa. Et j'organise beaucoup d'activités dans le cadre de mes travaux, de rayonnement, de tout ce qui se passe en francophonie avec plusieurs autres collègues qui occupent des chaires de la francophonie ici à l'Université d'Ottawa. L'activité de ce soir est une très belle collaboration entre différents partenaires. D'abord, Campus Film, des services culturels de l'ambassade de France, dont nous avons la représentante ici ce soir, Mme Erika Denis, qui va venir nous dire un petit mot tout à l'heure. Ensuite, je voudrais aussi souligner que parmi nos partenaires, nous avons Carrefour francophone, qui est la cheville ouvrière aussi derrière tous les films que vous avez pu voir pendant le mois de la francophonie. Ensuite, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui est un autre des partenaires de notre activité et dont on bénéficie d'un financement et que nous remercions très sincèrement. Ensuite, évidemment, les chaires de recherche, le bureau du vice-rectorat à la recherche de l'Université d'Ottawa, qui est représenté ici ce soir par Mme Christine Rivas et la Faculté des sciences sociales. Donc, comme vous pouvez voir, l'affiche d'ailleurs que vous avez sans doute vue, soit sur Internet ou bien sur vos murs dans vos milieux respectifs, que la francophonie, de par tous ses logos, travaille très, très bien ensemble et évidemment a à cœur son rayonnement. Alors, c'est aussi une activité qui a lieu dans le cadre des activités de la mineure en études des francophonies et j'ai le plaisir d'accueillir tous les étudiants du cours Introduction au visage de la francophonie. Alors, ce soir, on va voir un autre visage. Je les ai avertis. C'est un film qui est quand même très fort, très puissant. C'est un film du réalisateur Moussa Touré, qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un film qui a fait parler et qui fait beaucoup réfléchir. On est pris, quand on regarde souvent ce film, entre l'espoir et le désespoir, mais il faut vraiment utiliser ce film comme une occasion pour réfléchir aux enjeux de l'immigration ici et ailleurs. Et c'est ce que nous allons avoir comme réflexion après la présentation du film avec des conférencières que je vous présenterai à ce moment. Alors, j'aimerais sans plus tarder laisser la parole à Madame Isabelle Descaries du Carrefour francophone. Bonsoir et merci d'être ici ce soir pour appuyer l'événement Campus Film. On est content aussi de s'associer avec l'ambassade de la France et avec la chaire de recherche de la francophonie canadienne, francophonie politique publique. À titre d'agente de programmation francophone au service de vie communautaire, nous organisons plusieurs événements francophones sur le campus de l'Université d'Ottawa. Ce soir, nous présentons le dernier des 9 projections qui ont eu lieu dans le cadre de Campus Film et aussi, comme Mme Cardinal l'a mentionné, dans le cadre du mois de la francophonie. Que ce soit des collaborations et des partenaires ou appuyer des associations étudiantes, on demeure toujours à l'écoute et à votre disposition pour collaborer. Je vous invite aussi à vous joindre à nous ce lundi, donc le 31 mars, pour venir clore le mois de la francophonie. Nous serons accompagnés du musicien franco-ontarien Yao et son groupe de musique, et aussi de notre porte-parole officielle, la très honorable Michaëlle Jean, qui sera des nôtres ce lundi à l'Agora du Centre universitaire dès 11h30. Et puis, pour terminer, le Carrefour francophone, un rappel, je sais que les étudiants, vous êtes venus à un moment donné dans le cadre de votre cours, mais un rappel que c'est au centre universitaire, à la pièce 026. Et puis, il nous fera plaisir de vous accueillir, soit venir nous dire bonjour ou de vous revoir à nos activités qu'on organise sur le campus. Merci, bonne soirée. Et maintenant, j'aimerais Erika Denis, s'il vous plaît, nous dire quelques mots.
Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour cette soirée Campus Film en collaboration avec la chaire de recherche sur la francophonie canadienne. Une belle soirée de printemps, donc enneigée, donc on est bien au chaud à regarder du cinéma, donc je suis vraiment ravie d'être là. Juste quelques mots, si vous me le permettez, sur l'initiative Campus Film. C'est une initiative donc, qui est portée par les services culturels de l'ambassade de France et c'est une initiative qui s'inspire d'un festival qui existe aux États-Unis depuis une quinzaine d'années qui s'appelle Tournée, qui existe sur les plus gros campus américains et qui a pour vocation de présenter le cinéma récent, le cinéma contemporain français dans toute sa diversité sur les campus universitaires et pour toucher le public le plus large possible. Donc souvent sous-titré en anglais, en tout cas sous-titré pour maximiser l'accessibilité de notre cinématographie auprès des étudiants sur les campus. Donc cette initiative a commencé au Canada en 2012. Il y a plus de 15 universités qui sont désormais nos partenaires à travers tout le Canada. Et voilà, c'est une initiative qui nous tient vraiment à cœur et on est ravis d'être partenaire avec l'Université d'Ottawa pour cette édition de Campus Film pour la deuxième année. Parmi les universités canadiennes qui travaillent avec nous, j'en citer quelques-unes. Ryerson University, l'Université de Toronto, SFU, on en parlait tout à l'heure, l'Université de Carleton aussi à Ottawa. Donc, c'est, comme je le disais, à travers tout le Canada. L'édition de Campus Film cette année à l'Université d'Ottawa, elle s'est fait vraiment avec un travail collégial et je voudrais remercier tous les partenaires. Je ne vais pas les reciter, ils ont déjà été cités tout à l'heure, mais voilà, je voudrais vraiment les remercier très chaleureusement parce que ça n'existe, ce festival, que si les universités se l'approprient. Et donc, c'est grâce au travail des professeurs, grâce au travail des différents départements des universités qu'on peut faire exister ce festival sur les campus. Donc, un grand merci à eux et un grand merci tout particulièrement à Claudia Cardinal parce qu'elle a fait un formidable travail. J'aime bien Claudia. Linda, pardon. C'est un lapsus très cinématographique. Voilà, je me suis trahie, mon origine, je viens de la production du cinéma, donc je cite volontiers les artistes. En tout cas, un grand merci très chaleureux pour le travail et la collaboration de cette année, parce que voilà, c'est très précieux encore une fois pour nous, c'est très précieux aussi d'organiser des débats comme ça va être le cas ce soir. Dernier mot sur le film que vous allez voir, La Pirogue, un film de Moussa Touré qui était en compétition à Cannes pour la sélection Un certain regard, qui a effectivement tourné dans tous les plus grands festivals internationaux. C'est un film qui parle d'immigration, qui parle du choix difficile de l'exil et qui incarne de façon assez à la fois simple et pudique des questions qui sont extrêmement actuelles et extrêmement douloureuses pour certains. C'est un film qui effectivement n'est pas facile, mais c'est un film qui par la trame éditoriale, la trame narrative qu'il propose, nous emmène dans cette aventure de l'immigration. Et donc, je pense que c'est un film qui devrait vous toucher. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis un très beau film et un très beau débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erika. Et n'ayez crainte, j'adore être pris pour Claudia Cardinal. Et aussi, j'espère, c'est notre deuxième année avec Campus Film et vraiment, je souhaite longue vie à ce festival de cinéma sur notre campus parce que c'est la chance pour les étudiants d'accéder à des films auxquels on n'a pas toujours accès ici à Ottawa. Je voudrais aussi souligner la présence d'un représentant de l'ambassade du Sénégal. Alors, Monsieur Sali, Silla, pardon, excusez-moi. Chacun son tour à cafouiller les noms. Alors, Monsieur Silla, merci beaucoup de votre participation ici ce soir. Alors, je voudrais, sans plus tarder, vous présenter le film. Je me demandais, Monsieur le technicien, est-ce qu'on devrait baisser les rideaux? Nos invités, comme je disais, nous avons d'abord à mon extrême droite, Aude-Claire Fourreau. Aude-Claire qui est professeure adjointe à Simon Fraser University à Vancouver, donc qui nous arrive du beau temps vancouvérien.
qui est à Vancouver depuis 2011. Elle a été postdoctorante à Paris, un postdoctorat financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et elle a aussi réalisé une thèse de doctorat à l'Université de Montréal qui a été récemment publiée aux presses de l'Université de Montréal et qui porte sur l'intégration des immigrants, 50 ans d'action locale, et ça se passe dans les coins de Montréal, hein, dans des banlieues de Montréal. Aude-Claire Fourreau a beaucoup d'intérêt, a aussi beaucoup d'autres publications, articles et chapitres. Et parmi ces thèmes de prédilection pour ce soir, j'aimerais mentionner que Aude-Claire s'intéresse beaucoup aux politiques d'immigration dans une perspective comparée. Et aussi, elle s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle, dans le jargon de la science politique, les instruments de politique publique. Alors, j'ai invité Aude-Claire pour qu'elle puisse partir aussi du film pour nous ramener ici au Canada et nous parler un peu des politiques et où est-ce qu'on en est rendu dans nos politiques d'immigration. Et est-ce qu'une politique permet de faire face à des tragédies où c'est important? C'est une question. Mais au moins, est-ce qu'on a des politiques? C'est ce dont Aude-Claire va nous parler. Angèle Bassolé est chercheure à l'Université d'Ottawa. Elle a réalisé une thèse de doctorat consacrée à la poésie des femmes africaines d'expression française et elle est fondatrice de la maison d'édition Malaika. Elle est née en Côte d'Ivoire et elle publie le bi-hebdo L'Événement au Burkina Faso. Elle a publié de nombreux recueils de poésie. Elle a aussi reçu le prix Trillium en 2004 pour Avec tes mots. Elle a 3 recueils publiés aux éditions L'Interligne et en 2012, elle a publié Les Porteuses d'Afrique et Yenenga. Ensuite, à ma gauche, Louisa Véronis est professeure adjointe au département de géographie. Elle a un doctorat de 2006 à l'Université de Toronto. Ses champs d'intérêt sont aussi multiples. Elle s'intéresse au transnationalisme, à l'immigration, à la citoyenneté, à l'identité, aux communautés minoritaires, à l'appartenance, à l'inclusion, aux médias multiculturels, à la gouvernance, à la migration internationale. J'ai l'impression qu'elle ne dort pas, qu'elle doit travailler tout le temps. Merci beaucoup, Linda. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'avoir fait le voyage du printemps vancouverois ici et de partager avec vous cette expérience assez dure, effectivement, du film qu'on vient de voir. Comme Linda l'a dit, il y a énormément d'émotions qui ont été passées, de drames, évidemment. Et d'une perspective en fait de politique publique, quand on voit concrètement en fait les impacts en fait de l'immigration, ça met toujours un petit peu en fait de l'émotion et en fait de l'humain en fait derrière l'impact des politiques dont on parle. Donc je pense que c'est effectivement important de voir cette perspective humaine et donc pas de rester uniquement au niveau des politiques. Donc encore une fois, merci Linda pour l'invitation et donc merci à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Donc j'ai 15 minutes. Je vais essayer d'être disciplinée. Je voulais en fait commencer un petit peu par cette image pour justement renverser les perspectives et assurer finalement la transition comme Linda vient de le dire, entre les enjeux de l'Afrique, les enjeux de l'Europe et en fait le Canada. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes donc des étudiants dans le cours que Linda enseigne et vous étudiez en fait la francophonie d'une perspective post-coloniale. Et donc j'ai trouvé ça intéressant en fait d'amener cette image qui représente bien sûr un Amérindien qui fait du portage et qui donc renverse la perspective en portant finalement cette pirogue dont on a parlé. Donc je trouvais que c'était intéressant de partir de cette réalité autochtone pour parler par la suite de la question de l'immigration au Canada. Donc le Canada évidemment un pays avec une immigration
une colonie de peuplement et donc basée aussi sur l'immigration, mais dans cette perspective aussi autochtone. Donc j'espère que ça va vous faire aussi réfléchir à tous les enjeux du post-colonialisme dont vous avez parlé avec Linda dans votre cours. Donc cette idée donc de la pirogue, bien sûr, renvoie aussi à la question, bien entendu, de la mer, de l'eau, ce qui est un enjeu important dès lors qu'on parle des migrations, puisque l'immigration, en fait, les mobilités renvoient à toute cette idée de fluidité, justement, et d'une sorte de liquidité. Et j'ai assisté, il y a pas longtemps, en fait, j'étais à Montréal il y a quelques jours, et j'ai assisté à un lancement d'un livre qui porte sur la question, en fait, de la charte au Québec. Et une des participantes à cette table ronde, qui s'appelle donc Yara El-Gaban, qui d'ailleurs enseigne l'anthropologie ici à l'Université d'Ottawa, a fait un parallèle, a parlé en fait autour de ces métaphores de l'eau. Et j'ai trouvé qu'en fait ça parlait bien à la thématique de ce soir. Et donc, en parlant de l'eau, de la liquidité, elle met donc l'accent sur le fait que ça reflète les mouvances humaines et donc le désir des États de contrôler cette mouvance, de contrôler cette liquidité, de la canaliser, de la détourner de peur qu'elle n'inonde en fait les terres. Donc, on voit bien dans cette métaphore des eaux l'influence en fait que ça a sur le langage gestionnaire, qui donc évoque à la fois les flux migratoires, mais les débordements ou encore les vagues de réfugiés, d'où cette volonté en fait de l'État, encore une fois, de les sélectionner, de les faire passer par les canaux appropriés. Donc, gardez peut-être à la tête ces métaphores donc de l'eau, encore une fois, de Yara, que j'ai trouvé assez intéressant à porter. Donc, on va renverser la perspective, comme je l'ai dit, et donc parler des enjeux de l'immigration au Canada. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, et puis il est tard, donc je voudrais pas non plus passer trop en détail. Je vais vous parler donc ce soir, en fait, des transformations qui sont en train de se faire au niveau du système d'immigration au Canada. Donc, si on regarde en fait le système d'immigration et d'intégration au Canada, traditionnellement, il est marqué par 4 grandes caractéristiques. On peut voir d'une part ici qu'en fait la sélection des immigrants, hein, donc qui est-ce qui décide en fait de canaliser ces immigrants en question, traditionnellement était réservé donc à l'État et en particulier l'État fédéral, avec l'exception du Québec, mais c'était essentiellement donc une sélection qui est ce qu'on peut appeler statocentrée, donc concentrée au niveau de l'État fédéral, une immigration permanente. Contrairement à d'autres modèles, par exemple en Europe, qui sont basés plus sur la question des travailleurs temporaires, mais une immigration permanente, donc avec vocation à devenir des citoyens. Au niveau des théories en fait qui justifient l'immigration, on était dans la notion de capital humain, donc de favoriser en fait une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, mais aussi flexible, justement pour s'adapter aux transformations du travail. Et enfin, en dernier temps, je vais essayer de vous éviter avec mon petit point vert. On parle du modèle d'intégration qui est donc multiculturel et qui met en particulier l'accent sur toute la question des droits humains. Donc, en simplifiant et en résumant vraiment quelques secondes le modèle d'intégration et d'immigration du Canada, ça donne ça. Donc ça, c'est le modèle, encore une fois, on va dire, général. Or, depuis quelque temps, ce modèle est en train d'évoluer sous l'effet de problèmes qui sont récurrents. Donc, en fait, des problèmes que ce modèle n'a pas été en mesure de régler. Un des premiers en fait, problèmes est le fait qu'il y avait donc énormément de ce qu'on appelle d'arriérés à CIC, c'est-à-dire à Citoyenneté Immigration Canada, donc des demandes en traitement. Donc, c'était en fait, l'idée est basée du premier les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Il y avait extrêmement de délais pour traiter ces demandes-là. Il y a aussi des problèmes au niveau de la réussite économique des immigrants et en particulier donc des nouveaux immigrants, où on a vu en fait qu'au cours du temps, les nouveaux immigrants performaient moins que les anciens. Et donc là, on voit des problématiques importantes comme le fait de ne pas avoir d'expérience canadienne qui pouvait justifier par exemple une intégration socio-économique
moins bonnes. Le problème, bien sûr, de la reconnaissance des diplômes qui est aussi important, et ainsi que donc les problématiques structurelles de racisme et de discrimination qui faisaient en sorte que les nouveaux immigrants réussissaient moins économiquement. Une autre problématique est la concentration en fait, de l'immigration dans les grands centres urbains, et donc une répartition inégale, si vous voulez, de l'immigration entre les grandes métropoles et les plus petits centres. Et finalement, on peut remarquer aussi des changements dans l'opinion publique, où traditionnellement, en fait, les effets des politiques multiculturelles au Canada étaient une assez grande tolérance des Canadiens face à la diversité. Et là, on a pu voir récemment, en fait, certains changements dans l'opinion publique, et en particulier, donc, les Canadiens qui sont de plus en plus, amenés à percevoir peut-être l'immigration comme une menace. Donc, face à ces changements, face à ces problèmes, plutôt, plusieurs changements ont été implantés de manière incrémentale, c'est-à-dire en fait au fur et à mesure. Et sans qu'il y ait donc vraiment de changements radicaux dans les orientations, on peut voir quand même qu'au fur et à mesure, plusieurs changements qui ont été implantés sont en train de renouveler ou de renverser, d'apporter de nouvelles perspectives sur le système de l'immigration et de l'intégration au Canada. Donc, on peut voir des nouvelles tendances, ce qui ne veut pas dire que le modèle que je vous ai présenté au départ n'existe plus du tout. Mais il est traversé par ces nouvelles tendances que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puisque donc, en fait, on participe dans le printemps de la francophonie, j'ai du mal à dire printemps ici, je suis un petit peu navrée, mais dans le printemps de la francophonie, dans le mois de la francophonie, je vais essayer de mettre l'accent, si vous voulez, sur les défis, les impacts peut-être potentiels que ça pose pour les immigrants francophones, avec une perspective en particulier des immigrants francophones hors Québec, étant moi-même donc basée en Colombie-Britannique. Donc, plusieurs tendances. Je vous ai dit au début que le Canada était caractérisé par une immigration qui est permanente. On voit de plus en plus une augmentation des résidents qui sont temporaires. Donc, ceci fait référence, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler la temporalisation de l'immigration. Et vous voyez ici, je vais me lever, ça sera plus simple, vous voyez ici clairement une nette inversion des flux entre les résidents temporaires versus les résidents permanents. Donc, à partir de 2007 environ, le nombre de résidents temporaires qui ont été admis chaque année est supérieur au nombre de résidents permanents. Donc, pourquoi ce mouvement finalement vers la temporalisation ? Eh bien, l'idée, c'était, comme je vous l'ai dit, de régler le problème en fait des arriérés. Donc, en faisant venir une main-d'œuvre qui est plus temporaire, ça permettait finalement de contourner dans un certain sens le problème des lenteurs à traiter l'immigration permanente. Une des autres justifications à la temporalisation était le fait de trouver en fait un processus à la fois plus rapide et plus flexible pour remplir des besoins particuliers sur le marché du travail. Donc le fait de recourir encore une fois à des travailleurs temporaires permettait de mieux répondre aux besoins économiques du Canada et de manière plus rapide. Et donc on peut voir aussi à travers ce processus de temporalisation, une certaine tendance à vouloir attirer le résident qui est parfait, même pour une courte durée. Le système de l'immigration au Canada a toujours été extrêmement sélectif. Mais là, on peut voir qu'il est aussi sélectif, même pour des résidents qui sont uniquement temporaires. Alors, quels pourraient être les défis pour les immigrants francophones ? On voit de plus en plus ce qu'on appelle une immigration en deux temps. C'est-à-dire que vous venez au Canada en étant un résident temporaire, et une fois que vous êtes sur place, vous demandez par la suite votre résidence permanente. Okay, donc vous gagnez, entre guillemets, votre résidence permanente. Et donc ça s'applique surtout pour ce qu'on appelle la catégorie de l'expérience canadienne, qui touche la question qui touche en fait les immigrants, les futurs immigrants francophones, puisqu'il concerne essentiellement beaucoup les étudiants internationaux, ou encore, par exemple, ce qu'on appelle les PVTistes, okay, ceux qui viennent avec un permis vacances-travail. Donc, vous venez de manière temporaire en tant qu'étudiant ou en tant que PVTiste, et par la suite, vous pouvez demander votre résidence permanente. Vous avez aussi le programme qu'on appelle les candidats des provinces, et qui donc
peuvent là aussi permettre la venue d'immigrants qui sont francophones, mais qui dépendent, là encore une fois, des cibles des gouvernements provinciaux. Et ça, c'est à mettre en relation avec deux autres tendances dont je vais vous parler, qui est donc la décentralisation et puis aussi la privatisation dont on va parler. Donc la décentralisation, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit au départ, le Canada, traditionnellement, c'est l'État fédéral, encore une fois, si on ne parle pas du Québec, qui sélectionne les immigrants. Là, on peut voir que les provinces sont de plus en plus impliquées dans la sélection des immigrants par l'intermédiaire des candidats des provinces, des programmes des candidats des provinces. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, en donnant plus de poids aux provinces dans la sélection, ça va mieux répondre aux besoins locaux. Okay? Parce que le marché du travail est très différent en Ontario qu'en Colombie-Britannique, par exemple. Les besoins sont différents. Donc, si vous donnez plus de pouvoir aux provinces, elles vont peut-être être mieux à même de sélectionner les immigrants dont elles considèrent qu'elle a besoin. Alors, pourquoi est-ce que ça pose des défis particuliers aux immigrants francophones? Bien justement, parce que ça permet d'être plus sensible aux besoins locaux, du coup, aux besoins aussi des communautés francophones qui sont peut-être des plus petites communautés et qui ont des besoins donc spécifiques, en particulier compte tenu de la langue. Donc, ça peut aussi avoir des conséquences importantes dans le sens où ça encourage justement l'installation des immigrants hors des grands centres. Et on sait que pour l'immigration francophone, c'est un enjeu en particulier en termes de rétention. Ça pose finalement certains enjeux, donc en termes de vitalité des communautés, puisqu'en fait, c'était là aussi un des enjeux des plus petites communautés, d'attirer les immigrants hors des grands centres, ou d'attirer les immigrants hors des centres auxquels généralement ils vont. Donc, par exemple, attirer donc, les immigrants francophones dans des provinces majoritairement anglophones. Et donc, ça pose aussi des questions de vitalité, mais aussi peut-être un peu de commodification de l'immigration, où on voit finalement un discours qui est là où l'immigrant va répondre aux besoins. Donc, il est à la fois aux besoins peut-être linguistiques, aux besoins du marché du travail. Et donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et on pourra en reparler peut-être par la suite. Finalement, la privatisation qui est aussi... Enfin, troisièmement, est-ce que j'ai encore, juste pour savoir combien de temps j'ai à peu près? Pas beaucoup. Donc, je vais aller assez... Combien? 2 minutes. OK, donc ça va aller, je vais avoir 1 minute pour privatisation, 1 minute pour le reste. On peut voir donc un rôle de plus en plus important des employeurs dans la sélection de l'immigration permanente. Et un nouveau programme va être mis en place par le gouvernement fédéral. Finalement, on va créer une sorte de bassin de candidats potentiels. Et les employeurs vont pouvoir, en fait, si vous voulez, piocher un candidat qui les intéresse. Et donc ça pose des enjeux particuliers pour l'immigration francophone, dans le sens où ce modèle-là a été importé de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, où la question de la dualité linguistique n'en fait pas partie. Donc qu'est-ce que ça va... Dans quelle mesure est-ce que ça va pouvoir défavoriser ou au contraire favoriser l'immigration francophone? Ça, c'est une question en suspens. Et il y a aussi des inquiétudes sur le fait que ça va peut-être changer le visage de l'immigration. Qui est-ce qu'on va sélectionner dès le départ? Est-ce que ça va être les immigrants qui viennent des mêmes pays d'origine ou pas? Ça, encore une fois, c'est des questions dont on pourra peut-être parler dans la période de discussion. Et enfin, je vous avais dit, le multiculturalisme, si le Canada est connu à travers le monde, c'est pour en particulier le multiculturalisme. Or, on voit certains changements dans ce modèle-là, avec une tendance vers plus de sécurisation, en particulier en ce qui concerne la question des réfugiés, donc qui fait référence directement au film qu'on a vu, avec une approche qui est beaucoup plus restrictive. Il y a aussi une tendance à dresser un portrait, en particulier dans les discours publics, du réfugié comme étant potentiellement une menace ou étant comme potentiellement quelqu'un qui va abuser le système, en particulier le système de santé, et qui a pu donc justifier des coupes, par exemple, dans les remboursements des soins aux réfugiés. Donc là aussi, ça pose la question de l'immigration francophone, puisque en fait, beaucoup d'immigrants permanents, mais aussi de réfugiés viennent donc justement de pays avec des conflits, des pays où une des langues parlées peut notamment être
être le français. Ça pose aussi des questions en termes de gestion du pluralisme religieux. On peut voir, par exemple, dans les représentations qu'il y a une certaine croissance de l'islamophobie. Or, beaucoup de pays, en fait, sources, si vous voulez, pour l'immigration, sont aussi des pays soit musulmans, soit une communauté musulmane avec une certaine importance. Donc là aussi, on peut voir des enjeux importants. Donc, pour conclure, on peut voir qu'il y a donc une diversification des espaces de la francophonie avec, en fait, la part donc, d'immigrants qui viennent donc, de pays qui sont de plus en plus diversifiés, mais qui posent aussi des questions de spatialisation de la diversité francophone, notamment dès lors qu'on la pense hors Québec. Et au final, la question peut-être qui je trouve qui est très importante et qui, moi, en tout cas, m'interpelle beaucoup, c'est comment représente-t-on ces espaces francophones? Dans quelle mesure est-ce que, justement, ils reflètent à la fois cette diversification des espaces, mais aussi cette spatialisation de la diversité? L'ici et l'ailleurs m'a toujours intéressée. Nous avons fait une anthologie dirigée par 5 poètes de toute la francophonie, avec 352 participantes de toute l'Afrique, du Canada, partout de l'Afrique, de la francophonie. Donc, sur l'ici et ailleurs, je dis toujours que je viens d'ailleurs, j'habite ici. C'est important pour moi de faire ce lien. Très important. Je suis ici, mais je fais le lien avec mes origines. C'est pas que je ne me sens pas bien au Canada. Pour moi, c'est important. D'où tu viens, tu dois t'en souvenir. Donc, c'est pour ça. Tous mes livres, tous mes projets font ce lien-là. Donc, c'est pas parce que je suis venue ici que j'oublie mon pays, mon continent. Mon continent, mon pays, c'est très important. Surtout que j'ai deux pays. Je suis née en Côte d'Ivoire. Mes parents viennent du Burkina. J'ai connu le Burkina à 19 ans. Où j'étais, quand je suis arrivée, j'étais étrangère. On m'appelait l'Ivoirienne. Ça ne m'a fait aucun problème. J'ai trouvé drôle. Je suis dans plusieurs anthologies canadiennes de poésie francophone. J'ai découvert avec surprise la dernière fois que j'étais même dans une anthologie de poètes canadiens. Mais un de mes collègues éditeurs et écrivains m'a dit qu'il s'est querellé avec le directeur d'une anthologie. Il a fait une anthologie avec d'autres personnes. Quand il feuillette, il ne me voit pas. Je ne le dis pas par orgueil. Il a feuilleté, il n'a pas vu mon nom. Il dit, mais Angèle Vassolé, elle est du Burkina, non? On dit, oh non, elle n'est plus ici, elle ne vit plus ici. Donc, parce que tu as quitté un pays, tu n'en fais plus partie. Je leur ai toujours dit, ça sera toujours mon pays. Je refuse à quiconque de dire que je ne viens pas de là. Donc, bref, mon histoire de l'immigration, ça fait 22 ans que je suis ici. J'en parle dans ma poésie parce que c'est la seule manière, c'est la seule façon que je sais de rendre mon expérience. C'est la seule façon que je sais faire, écrire. Et écrire la poésie. J'écris dans ma langue, je traduis. Sahélienne, les porteuses, Nyanenga, sont écrits en moré et en français. Et j'ai trouvé drôle que Touré ait fait ce film. Parce que j'ai écrit Cantate et fini Cantate en 2009. Mais parce que j'étais sur une trilogie qui est les Sahéliennes, les porteuses d'Afrique, Nyanenga, je ne pouvais pas publier Cantate pour un soleil libre. Donc, quand le film est sorti, j'ai trouvé ça intéressant. Pour moi, la poésie, sans vouloir me faire prophète, c'est comme de la prophétie.
le poète annonce ce qui va venir, sans prétention. Donc, mais je n'ai pas voulu voir le film. Je l'ai déjà vu en février à l'Alliance française. Je ne peux pas supporter de voir le film. Si j'avais vu le film, je n'aurais pas pu vous parler. Ça me secoue au plus profond de moi-même. Parce que quand je vois le film, je pense au paradis que serait l'Afrique s'il n'y avait pas ces dictateurs. J'ai toujours dit que s'il n'y avait pas les dictateurs en Afrique, on n'a rien à faire ici. Je vous assure qu'ici, on survit, on ne vit pas. Vous travaillez comme un fou, une folle. Et quand vous rentrez à la fin de la soirée, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et tu souffres et tu te dis, mais on a tout chez nous. Pourquoi? Donc vraiment, et ça me fait beaucoup de peine de voir, je suis sûre que vous avez vu les jeunes qui sont entrés, des jeunes de Guinée, qui sont rentrés dans les soutes de l'avion et qui sont morts. Regardez le froid ici. Et vous êtes en haut à, je ne sais pas, moins combien. Mais tout ça, c'est la désespérance. C'est plus que la désespérance. C'est le manque d'options. Mais l'avenir de l'Afrique, c'est les jeunes. Ces dictateurs-là, ils vont partir, ils sont vieux. Donc, je ne sais pas. Il faut me dire mon heure parce que... Peut-être que tu peux conclure? D'accord. Donc, j'écris parce que demain me fait vivre. Écrire me fait espérer. Pour moi, la poésie, je suis croyante. Aujourd'hui, vous me voyez avec avec ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation. Dans la Bible, il est dit, Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je fais tout pour ne pas qu'il ait honte devant son Père. Merci. J'aimerais remercier Linda pour cette belle invitation ainsi qu'aux organisateurs pour nous donner cette opportunité de partager un peu ces enjeux très importants. Et j'aimerais remercier aussi les deux conférencières avant moi qui ont lancé quelques thèmes. J'ai beaucoup aimé la métaphore de l'eau. Et en fait, ce qu'Angèle vient de dire, ça m'a fait penser un peu au cycle de l'eau. Linda m'a demandé de vous parler de l'immigration à Ottawa, donc le côté plus intégration, l'établissement des immigrants. Elle m'a demandé des données statistiques. Je me suis dit, oh là là, comment est-ce que je vais rendre ça intéressant? Donc, je ne vais pas vous parler beaucoup de données statistiques, mais vous faire un peu un portrait assez général de l'immigration avec un peu une gestuelle, notamment à l'immigration francophone, qui est ici à Ottawa majoritairement d'origine africaine, pour essayer de faire le lien avec quelques des enjeux qui ont été soulevés, ainsi que le film. Donc, j'ai bien aimé cette métaphore de l'eau, du cycle de l'eau. Parce qu'en fait, comme Angèle vient de dire, une fois arrivés ici, ceux qui ont réussi à arriver ici, après les difficultés que vous venez de voir, sont en fait la crème de la crème des pays africains, des pays d'origine. Et une fois ici, eh ben, ils survivent, ils ne vivent pas. Donc la lutte continue. Et puis c'est comme un continuum, l'idée du cycle. C'est parce que ceux qui sont ici essaient de soutenir leur famille là-bas. Donc le là-bas et l'ici et l'ailleurs sont reliés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les expériences de ceux qui sont ici nourrissent l'espoir de ceux qui sont là-bas et qui après se jettent à l'eau pour venir ici. Donc c'est ça un peu où je vois le cycle de l'eau, la source, le fleuve qui coule dans la mer, l'évaporation, puis ça retourne à la source. Donc l'immigration ici, les immigrants ici nourrissent les espoirs là-bas. Et c'est un continu. Donc, pour vous donner un tableau général de l'immigration ici à Ottawa, l'immigration à Ottawa n'est pas très étudiée.
Comme il a été mentionné, ce sont les 3 grandes villes canadiennes qui reçoivent le plus d'immigrants puis qui reçoivent le plus d'attention de la recherche du gouvernement pour des raisons évidentes. Néanmoins, Ottawa-Gatineau est quand même la 5e région métropolitaine du Canada et elle comporte la 5e plus grande population née à l'étranger. Il y a quelques recherches qui commencent à examiner la question de l'immigration dans la région, notamment parce qu'elle comporte beaucoup de francophones. Donc, l'immigration, la population immigrante à Ottawa-Gatineau est évidemment bien en deçà de celle des grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal, mais elle représente quand même 21% de la population, ce qui est égal à la moyenne nationale. Et l'immigration joue un rôle démographique important ici à Ottawa-Gatineau pour plusieurs raisons. Notamment, elle contribue à la croissance démographique. La région a cru assez rapidement les 30 dernières années. Et l'immigration contribue notamment à cette diversification ethnoculturelle. Alors qu'il y a 30 ans, la plupart des immigrants à Ottawa-Gatineau étaient en fait d'origine européenne. C'était des Britanniques, des Français, des Allemands. Il y a aussi beaucoup d'États-Uniens qui sont ici à Ottawa, notamment à cause du gouvernement fédéral, la fonction publique, etc. Mais depuis les années 2000, on voit à Ottawa une diversification avec des immigrants de provenance de toutes les grandes régions du monde, dont l'Afrique évidemment, l'Asie, l'Amérique latine, les Caraïbes, les Antilles. Et puis aujourd'hui, les plus grandes communautés immigrantes sont celles originaires de la Chine. En deuxième place, la Grande-Bretagne. Donc ça reste l'histoire plus européenne de l'immigration. Et puis maintenant aussi la montée des communautés d'origine sud-asiatique, latino. Donc elles sont toutes en croissance. Donc ce qui est intéressant à Ottawa, c'est que l'immigration s'avère aussi jouer un rôle dans le maintien de la présence francophone. Et alors que donc, les 30 dernières années, la population immigrante a doublé, mais le nombre d'immigrants francophones a triplé. Donc ça veut dire que les immigrants francophones augmentent plus rapidement que la population immigrante en général. Et cette impressionnante croissance d'immigrants francophones révèle une transformation marquée de la francophonie dans la région. Et il est clair qu'en fait, le maintien de la vitalité de la population francophone ici à Ottawa est dû grâce à cette immigration francophone qui, elle, est très diversifiée, au point de vue notamment ethno-culturel. Donc, ce sont des immigrants notamment africains. Alors, il y a un grand changement, il y a des enjeux au point de vue de la culture. Beaucoup de recherches s'attardent à comprendre l'attraction de l'immigration francophone, comme expliquait tout à l'heure ma collègue par rapport au défi de l'immigration francophone, le côté plus démographique, l'apport démographique. Mais les rapports entre la population de souche, ici notamment les franco-ontariens, et cette nouvelle immigration n'a pas été étudiée, n'a pas été approfondie. Et d'après les travaux dans lesquels j'ai été impliquée, il me semble que les francophones évoluent en vase clos, chacun de son côté. Et moi, je trouverais ça intéressant, l'idée de la diversification des espaces francophones. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre de ces différents groupes francophones, et notamment dans les milieux communautaires, les écoles, tout ce qui est récréatif, les centres où se donnent les services municipaux de la ville, par exemple. Donc, je vous disais tout à l'heure que le cas d'Ottawa est assez unique quand il s'agit de comprendre les dynamiques migratoires par rapport aux autres grandes villes, Montréal, Toronto. Donc, moi, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi les immigrants viendraient-ils à Ottawa, qu'est-ce qui les attire à Ottawa. Il y a un nombre de facteurs assez uniques, notamment le contexte transfrontalier d'Ottawa-Gatineau, qui est absolument unique et, à mon avis, un grand atout pour attirer les immigrants. Donc, notamment, de nombreux immigrants du Québec s'installent ici, car ils sentent qu'ils peuvent rester au Québec tout en fait se rapprochant de l'Ontario, pouvoir travailler, vivre au Québec mais travailler en Ontario, ou bénéficier de la proximité de l'Ontario sans devoir quitter le Québec. Et en quelque sorte, beaucoup de l'immigration d'Ottawa, en fait, est une deuxième vague d'immigration. Des immigrants qui sont installés à Montréal. Ça n'a pas très bien marché pour beaucoup de raisons. Et ils se disent, bon, on va se rapprocher un peu de l'Ontario, mais sans y aller vraiment. Donc, c'est ça le grand attrait du contexte interprovincial.
L'autre grand atout qui, moi, me fascine est le bilinguisme de la région. Et c'est un facteur significatif parmi les immigrants, autant francophones que non francophones, mais surtout parmi les francophones, et aussi des non-francophones. Donc, parmi les divers projets, on a interviewé beaucoup d'immigrants francophones, des non-francophones, et tous nous ont dit « je veux vivre dans un contexte francophone, donc recevoir mes services en français, envoyer mes enfants dans les écoles françaises, tout en étant exposés à l'anglais ». Et surtout pour des questions professionnelles, donc des travailleurs qualifiés, ils trouvent qu'il y a plus d'ouverture, plus d'opportunités professionnelles pour eux dans le monde anglophone que francophone. Beaucoup d'immigrants ont aussi expliqué qu'ils souhaitaient que leurs enfants soient véritablement bilingues. Et ceci était vrai autant parmi les immigrants francophones que non francophones. Donc, on a interviewé dans un de nos projets des Chinois et eux envoient leurs enfants dans les écoles d'immersion françaises. Donc, pour eux, c'était important. Eux, ils sentaient qu'ils ne pourraient jamais apprendre le français, mais ils voulaient que leurs enfants soient parfaitement bilingues. Donc là, point de vue de l'idéal canadien d'avoir des gens bilingues, je crois que la future génération de ces enfants d'immigrés sont peut-être ce grand futur de l'idéal canadien. Donc le rôle du bilinguisme est important, il joue un rôle dans l'attraction, mais c'est aussi un grand défi parce qu'au point de vue de l'emploi, les immigrants, pour obtenir un bon emploi, ils doivent pouvoir s'exprimer dans les deux langues, travailler dans les deux langues. Donc pour les immigrants qui sont ni francophones ni anglophones, devoir apprendre les deux langues est évidemment un défi très important. Je suis géographe, donc je peux parler un petit peu de la qualité de vie, notamment des espaces verts. Un autre facteur important qui a surgi dans plusieurs de nos entrevues, c'est que beaucoup d'immigrants de n'importe quelle région du monde nous disent « Ah, Toronto, Montréal, c'est trop gros, c'est trop stressant, la vie c'est trop rapide, il y a des longues distances à parcourir, le trafic, tout ça, ça fait pas mon affaire. Je préfère une ville de plus petite taille, comme Ottawa, il y a des espaces verts, on peut se déplacer facilement, la qualité de vie, donc surtout le fait que c'est plus ouvert, c'est plus tranquille, c'est plus calme, est une attraction aussi pour les immigrants. Notamment, j'ai parlé des immigrants d'Amérique latine, aussi d'Afrique, qui viennent de très grosses villes et on ne veut pas habiter dans une grande ville. Il y a la question des opportunités d'emploi qui est assez unique aussi à Ottawa. Vu que c'est la capitale nationale, en fait, les opportunités d'emploi sont un peu plus limitées qu'à Montréal ou à Toronto, avec la fonction publique qui domine comme le secteur d'emploi principal suivi par les industries de haute technologie. Et en effet, selon le Martin Prosperity Institute, qui est affilié avec Richard Florida, qui a fait les villes créatives, Creative Class, tout ça. Alors, selon lui, Ottawa aurait les immigrants avec le taux d'éducation le plus élevé au Canada, en moyenne. Et puis, en effet, aussi, dans certains des entrevues que nous avons faites, beaucoup d'immigrants voulaient travailler dans la fonction publique. Pour eux, c'était quelque chose de très attrayant. Toutefois, là aussi, il y a des défis, donc moins de choix, point de vue de possibilités professionnelles. Et ensuite, pour les immigrants, souvent, il faut obtenir la citoyenneté canadienne pour pouvoir être employé dans la fonction publique. Donc, des atouts, mais aussi des avantages. Ceci dit, à Ottawa, il n'y a pas que des travailleurs qualifiés, il y a aussi beaucoup de réfugiés. Autant à Ottawa qu'à Gatineau, et notamment beaucoup de réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral. Donc, c'est intéressant qu'il y ait une décroissance, mais il y a une concentration assez forte. D'une part, des gens qui, pour des questions de régionalisation de l'immigration, depuis le pays d'origine, où ils sont sélectionnés, sont envoyés à Ottawa, où beaucoup, on a interviewé des Somaliens qui avaient des connaissances ici, c'est la raison pour laquelle ils sont venus. Donc, beaucoup de réfugiés d'Afrique francophone, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Djibouti. Et à Gatineau, c'est aussi un centre de beaucoup de réfugiés parrainés par le gouvernement du Québec qui sont envoyés à Gatineau. Le Québec essaie de régionaliser son immigration et Gatineau est un des endroits où les réfugiés sont envoyés. Donc à Gatineau, il y a beaucoup de Colombiens, surtout dans les années 2005-2008, qui ont été installés. Donc je n'ai plus pour très très longtemps. Parmi
les défis qu'affrontent les immigrants, donc certains des problèmes qui ont été mentionnés ici. Les immigrants à Ottawa-Gatineau confrontent les mêmes problèmes qu'ailleurs, partout dans le reste du Canada, notamment les travailleurs qualifiés, la question de la reconnaissance des acquis, la discrimination systémique, l'expérience canadienne. Et puis ici s'ajoute en fait le problème du bilinguisme que j'ai déjà mentionné. Pour ce qui est des immigrants francophones, ils confrontent ces défis-là et d'autres en plus. En quelque sorte, les immigrants francophones, non seulement à Ottawa, je pense partout hors Québec, en fait, font l'expérience d'une double minorisation en tant qu'immigrants et en tant que francophones, ou une double racialisation aussi, pour ce qui est surtout des immigrants non européens. Ici, à Ottawa, il y a la question des services et des services en français qui sont quand même pas mal représentés. L'éducation, entre autres, ça va bien. Les problèmes sont surtout dans le domaine de la santé, l'accès donc à un médecin comme tout le monde, mais pour un immigrant, avoir accès à un médecin de famille en français est un défi encore plus important que pour le reste des Canadiens. Il y a aussi des problèmes, tout ce qui est les services légaux ou juridiques, notamment les gens qui sont en situation précaire ou illégale, ou des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui essayent de régulariser leur situation. Donc il y a très peu de juristes francophones ici. Alors quand un francophone veut régulariser sa situation, c'est un problème. Donc, comme je vous disais, il y a encore beaucoup de recherches à faire de ce côté-là, à Ottawa ainsi qu'ailleurs. Enfin, un autre défi auquel je peux penser, le fait qu'en fait l'immigration ici à Ottawa, la diversification est assez récente. Il me semble qu'il y aurait peut-être un manque en ce qui concerne l'action communautaire ou la mobilisation communautaire. Dans les villes comme Montréal ou Toronto, il y a beaucoup de groupes pour soutenir les réfugiés, pour soutenir les femmes immigrantes, pour soutenir les jeunes, ceci, cela. Mais ici à Ottawa, c'est encore en émergence. Et puis là, pour ce qui est des droits et de la participation citoyenne des immigrants, ici à Ottawa, il y a encore un peu du travail à faire.